Bon, imaginez un instant la préparation physique d'une équipe sportive, un peu comme une chaîne de montage industriel. On entre un programme précis, on applique exactement le même réglage à tous les athlètes pendant, disons, 6 semaines, et Et à la sortie de l'usine, en théorie, ils devraient tous afficher exactement le même niveau d'amélioration. c'est ça, exactement. C'est un modèle qui est super prévisible, linéaire et incroyablement rassurant pour un entraîneur, quoi. Sauf que, et c'est là que ça coince, la biologie humaine, elle refuse catégoriquement de se comporter comme une machine. Ouais. Dès qu'on met un pied sur un vrai terrain de sport, cette belle illusion de la ligne d'assemblage, elle s'effondre complètement. On entre dans un espace où des individus, qui sont pourtant soumis au même stress apparent, développent des adaptations radicalement différentes. C'est fou. Et c'est justement l'objet de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va explorer comment la science du sport essaie de résoudre cette équation un peu insoluble. L'idée, c'est de comprendre comment s'assurer que tous les membres d'une équipe progressent de manière homogène. Sans laisser la moitié du groupe sur le bord de la route, physiologiquement parlant. Voilà. Et pour ça, on a épluché une étude vraiment fascinante. Elle a été publiée en 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et les chercheurs, ce sont Hao-Ming Su, Juni Song, Guxing Li et Hengtong Wang. L'étude s'intitule, et je prends mon souffle, Optimal Prescription for Superior Outcomes, a comparative analysis of inter-individual variability in adaptations to small-sided games and short sprint interval training in young basketball players. Un titre bien académique, mais je suis persuadée que le cadre de cette recherche est ultra pertinent. En fait, ces scientifiques, ils ont sélectionné 30 jeunes joueurs de basketball de haut niveau. Des jeunes d'environ 16 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et ils ont divisé ce groupe pour comparer deux méthodes de conditionnement physique qui sont très très populaires aujourd'hui. L'ambition, c'était pas juste de mesurer l'amélioration moyenne des performances. Ouais, on cherche pas juste à faire la moyenne de la classe, quoi. Exactement. L'enjeu central, c'était vraiment d'identifier quelle méthode garantissait une amélioration véritablement homogène. En gros, comment la structure même d'un exercice dicte si l'équipe va s'adapter comme une entité unifiée ou si les résultats vont s'éparpiller dans tous les sens. Ok, essayons de décortiquer cela parce que c'est hyper intéressant. Mais avant même d'analyser les méthodes d'entraînement au labo, il faut d'abord comprendre la bête qu'est le basketball. Absolument. Quelles sont les exigences métaboliques réelles de ce sport sur le terrain? Parce que clairement, on n'est pas du tout sur le profil d'un coureur de fond. Ah non, pas du tout. Le basketball, c'est vraiment l'archétype du sport intermittent à très haute intensité. Ok. Contrairement à un marathonien qui doit lisser sa dépense énergétique sur, disons, 2 heures, un basketteur, lui, il navigue constamment dans les extrêmes. Le jeu exige des efforts maximaux hyper brefs. On parle de sprints qui durent généralement entre 2 et 6 secondes. Ah ouais? C'est super court en fait. Très court. Et à ça, il faut ajouter des sauts verticaux explosifs pour prendre un rebond, des changements de direction brutaux pour contrer un adversaire. Ouais, des vrais chocs pour le corps. Et tout ça est entrecoupé de phases de récupération à très basse intensité, comme par exemple quand un joueur marche vers la ligne des lancers francs ou quand il trottine tranquillement en repli défensif. Donc en gros, ça demande un moteur à 2 vitesses. Le mec doit être capable de passer de 0 à 100 en une fraction de seconde, puis de redescendre tout aussi vite. C'est exactement ça. Il faut une machinerie métabolique d'une grande complexité. D'un côté, on a le système anaérobie alactique. Lui, il utilise la phosphocréatine stockée dans les muscles et il doit être ultra puissant pour fournir cette énergie explosive immédiate. D'accord. Et de l'autre côté, le métabolisme aérobique, donc celui qui utilise l'oxygène, il doit être particulièrement robuste. Mais pourquoi? Si l'effort est court, pourquoi on a besoin d'oxygène? Parce que c'est ce système aérobie qui prend le relais pendant les brèves pauses. Il sert à nettoyer les sous-produits métaboliques et à recharger les batteries d'énergie rapide. Ah, je vois. Sans une base aérobie très solide, le joueur est tout simplement incapable de répéter ses efforts explosifs arrivés au quatrième quart-temps. Il est cramé, quoi. Ce qui nous amène donc à la première méthode testée par les chercheurs de l'étude pour forger ce fameux moteur à 2 vitesses. Les fameux Small Sided Games, ou SSG. Les jeux sur terrain réduit. C'est ça. Et l'étude définit ce protocole avec une grande précision. Ce sont des matchs à 3 contre 3, joués sur demi-terrain ou grand terrain, qui sont structurés en 3 séries de 5 minutes d'effort intense, séparées par 2 minutes de repos passif. Tout à fait. Et franchement, on comprend aisément pourquoi cette méthode est adulée par les entraîneurs du monde entier.
C'est le triomphe de la spécificité, en fait. Dans le sport moderne, on le sait, le temps d'entraînement est hyper compté. Avec les SSSG, les joueurs ne font pas qu'enchaîner des courses stéréotypées autour d'un terrain. Il joue vraiment au basket, quoi. Voilà. Ils reproduisent le stress biomécanique d'un vrai match, ils manipulent le ballon, ils ajustent leur posture défensive, ils lisent les lignes de passe et surtout, ils sont forcés de prendre des décisions tactiques alors que leur rythme cardiaque est au plafond et que l'acide lactique leur brûle les jambes. Mais c'est là que l'illusion de la chaîne de montage dont on parlait au tout début, elle se heurte à un mur géant. Ce jeu réduit, il semble parfait sur le tableau noir de l'entraîneur, mais il masque un problème scientifique colossal, celui de la variabilité interindividuelle. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la ligne de fracture que tracent les scientifiques entre la charge externe et la charge interne. Ok, expliquez-nous ça. Alors, la charge externe, ça représente simplement la consigne prescrite par l'entraîneur. Par exemple, jouer à 3 contre 3 pendant 5 minutes. L'énoncé, il est strictement identique pour chaque athlète sur le parquet. D'accord. Cependant, un match de basketball, c'est un système dynamique complètement chaotique. L'imprévisibilité du jeu, les interactions constantes entre partenaires et adversaires, les choix tactiques, tout ça génère un environnement où l'effort n'est absolument pas distribué de façon égale. Oui. Conséquence directe, la charge interne, c'est-à-dire le stimulus physiologique, cardiovasculaire et musculaire qui est réellement encaissé par l'organisme de chaque joueur, elle devient d'une variabilité extrême. En fait, c'est un peu comme un travail de groupe à l'école. Le projet donné par le professeur, ça c'est la charge externe, c'est le même pour les 4 élèves du groupe. Absolument. Mais dans la réalité de la chambre d'étudiants, il y a un élève qui va passer ses nuits à faire des recherches intensives, à rédiger toutes les pages, à stresser sur la mise en page. La charge interne maximale, quoi. C'est ça. Pendant qu'un autre va rester complètement en retrait, envoyer 1 ou 2 messages d'encouragement sur WhatsApp et simplement inscrire son nom sur la couverture à la fin. L'apprentissage réel, donc la charge interne, est totalement asymétrique. C'est une excellente analogie. Mais attendez, je veux bien que le jeu soit chaotique. Mais comment c'est possible à ce point-là sur un terrain de rugby? Je veux dire, si je joue à un match intense à 3 contre 3 pendant 5 minutes, je vous garantis que je suis essoufflé. Je transpire à grosses gouttes, mes muscles brûlent. Comment mon corps, ou celui de n'importe quel jeune athlète de l'étude, peut-il ne pas s'adapter face à un tel effort? Je comprends le doute, mais les chiffres ne montent pas là-dessus. Et c'est vraiment ce qui rend l'analyse de la charge interne si cruciale. Les chercheurs ont mis en lumière ce phénomène en isolant ce qu'ils appellent les non-répondants. Les non-répondants. Ouais. En observant la figure 6 de l'article, qui décortique les pourcentages de changements individuels, le constat pour le groupe SSG les matchs à 3 contre 3 est juste saisissant. Après 6 semaines de ce programme très intense, 40% des joueurs n'ont affiché aucune amélioration significative de leur VO2 max. Donc la capacité maximale de leur corps à consommer de l'oxygène n'a pas bougé pour presque la moitié de l'équipe. Et c'est pire encore pour un autre marqueur. 60% d'entre eux n'ont pas amélioré leur premier seuil ventilatoire, le fameux VT1. Attendez, si je me souviens bien de mes cours de physiologie, ce fameux VT1, c'est ce moment précis où le métabolisme commence à changer de carburant, non? Le moment où la respiration s'accélérait légèrement parce que le corps commence à accumuler de l'acide lactique dans le sang, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est le marqueur par excellence de l'endurance aérobie de base. C'est l'intensité à laquelle vous passez d'une combustion majoritairement lipidique, les graisses, à une utilisation beaucoup plus accrue des glucides. D'accord. Le fait que 60% de l'équipe n'améliore pas ce paramètre vital, ça signifie qu'une majorité des joueurs n'a tout simplement pas reçu le signal biologique adéquat pendant ces matchs. C'est dingue. Pour reprendre votre exemple de la transpiration, oui, le joueur a eu chaud, oui, il a couru, mais l'intensité n'était pas soutenue de manière optimale pour créer une adaptation. Si le joueur adverse décide de ralentir le rythme, votre propre charge interne baisse. Ah ouais? Si vous avez un style de jeu basé sur le placement, l'intelligence tactique, plutôt que sur l'agressivité physique, vous trichez un peu avec votre métabolisme. Le flux naturel et imprévisible du match a simplement permis à certains systèmes cardiovasculaires de rester sous le seuil d'adaptation. Ok, donc puisque ces matchs réduits créent des inégalités d'adaptation aussi flagrantes, je veux dire, laisser 60% des joueurs avec un moteur aérobie inchangé, c'est énorme. L'étude introduit donc la méthode alternative. Et c'est là qu'entre en scène le SSIT pour Short Sprint Interval Training, donc l'entraînement par intervalle de sprint court. Voilà, c'est la réponse clinique, on pourrait dire, hautement standardisée au chaos imprévisible des matchs à 3 contre 3. En gros, l'entraîneur de la séance SSIT, il retire les ballons de l'équation. C'est terminé de jouer. Exactement. Le protocole devient chirurgical. 3 séries de 12 sprints.
Chaque sprint dure exactement 5 secondes, suivi de 20 secondes de récupération entre les efforts. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces 5 secondes d'effort, elles ne sortent pas de nulle part. Elles correspondent exactement aux données d'observation des véritables matchs qu'on a évoqués tout à l'heure. Cette exigence biomécanique pure, il la dépouille de toute interférence tactique, de tout ballon, et il la répète. D'accord. Pour filer votre métaphore du travail de groupe, le SSIT, c'est comme faire passer un examen oral individuel de 5 secondes sous très haute tension à chaque étudiant. Ah, j'aime beaucoup l'image. Il n'y a plus aucun camarade derrière qui se cachait. La consigne d'intensité, elle est sans appel. C'est un effort supramaximal, ce qu'on appelle all-out. C'est 100% des capacités de l'individu à l'instant T. Mais là encore, je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Vous venez de m'expliquer que pour améliorer le VT1 et le VO2 max, donc des mesures d'endurance aérobie qui impliquent l'utilisation de l'oxygène, il fallait stimuler ce système de manière spécifique. Oui. Or, un sprint de 5 secondes, c'est purement anaérobie. C'est beaucoup trop court pour que le cœur et les poumons aient le temps d'apporter de l'oxygène aux muscles de façon significative. Donc comment un effort qui n'utilise quasiment pas d'oxygène pendant l'action peut-il améliorer la machinerie aérobie? Ça semble totalement contre-intuitif. Et c'est là que la biologie devient vraiment, vraiment élégante. Vous avez totalement raison. Pendant ces 5 petites secondes de sprint supramaximal, l'énergie provient exclusivement des réserves locales de phosphocréatine dans le muscle. Ok. L'oxygène, il n'a pas le temps d'intervenir. Mais le miracle physiologique, il se produit pendant les 20 secondes de récupération qui suivent. Ah. Et que se passe-t-il pendant ces fameuses 20 secondes? Le muscle se retrouve avec ses réserves d'énergie immédiate totalement siphonnées, à sec. Et pour resynthétiser cette phosphocréatine très vite, avant le prochain sprint, le corps dépend entièrement du système aérobie. Ouh. Pendant ces 20 petites secondes de repos, votre cœur bat à tout rompre, votre consommation d'oxygène s'envole littéralement. Le système aérobie, il travaille en sur-régime absolu pour rembourser cette dette métabolique créée par le sprint. Incroyable. Et comme vous répétez ce cycle 12 fois d'affilée, le système aérobie est maintenu à un niveau de stress extrême pendant toute la durée de la série. Et c'est ça qui déclenche des adaptations massives, y compris l'amélioration de notre fameux VT1 et du VO2 max. Donc, l'effort intense détruit les réserves sans oxygène, mais c'est bien le repos entre les sprints qui force le système à oxygène à devenir plus performant. C'est brillant. N'est-ce pas? Et j'imagine que cette demande all-out, ce 100%, ça agit comme le grand égalisateur biologique, non? Si je suis le joueur le plus rapide de l'équipe, mon 100% me fera franchir une plus grande distance en 5 secondes que, disons, le pivot le plus lourd et le plus lent. C'est sûr. Mais physiologiquement parlant, au niveau de nos cellules musculaires, on frôle tous les deux l'épuisement total. Exactement. Et la charge interne devient, de fait, parfaitement homogène. L'étude le démontre de façon vraiment éclatante. Les chercheurs ont analysé ce qu'on appelle les résidus de pourcentage de changement. En gros, ça représente la variance ou l'écart d'adaptation entre les différents joueurs de l'équipe. D'accord. Et pour le groupe SSIT, cette variance a chuté drastiquement pour la quasi-totalité des indicateurs vitaux. Le VO2 max, le pool d'oxygène, le VT1, mais aussi la puissance de pointe et la vitesse linéaire. Tout le monde progresse pareil, quoi. En termes clairs, oui, la cohorte ayant suivi le protocole de sprint s'est améliorée comme un seul homme. L'intensité maximale absolue a agi comme une gomme sur les inégalités génétiques ou même les inégalités liées à la position sur le terrain. Les fameux non-répondants, ceux qui ne progressaient pas avec le jeu, ils ont pratiquement été éradiqués de l'échantillon. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce que là, on pourrait vite tirer des conclusions hâtives. Est-ce qu'on doit conclure que les entraîneurs perdent leur temps avec les oppositions sur demi-terrain? Faut-il confisquer tous les ballons, aligner les basketteurs sur une piste d'athlétisme bien stérile et les faire sprinter en ligne droite indéfiniment pour garantir une équipe physiquement parfaite? Je pense qu'une telle conclusion ignorerait vraiment la complexité de la performance sportive. Heureusement. L'étude apporte une nuance fondamentale. Un vrai point de bascule qui remet la méthode SSG, les matchs réduits sur le devant de la scène. Il existe un test spécifique où le chaos organisé du 3 contre 3 a complètement pulvérisé les résultats des sprints linéaires. Et c'est quel test? C'est le test de changement de direction quantifié par ce qu'on appelle le MAT test. Ah oui, le MAT test. C'est ce parcours diabolique en forme de T. C'est ça. Pour ceux qui visualisent pas, le joueur démarre d'un point central, il sprinte vers l'avant, il touche un plot, ensuite il fait des pas chassés hyper intenses vers la gauche, puis vers la droite, il revient au centre et il termine par une course à reculons. C'est un supplice absolu pour les chevilles et les genoux. C'est violent, oui.
Et c'est précisément ce stress biomécanique latéral que le sprint linéaire est incapable de reproduire. Un changement de direction vif, ça ne dépend pas seulement de la capacité de vos poumons ou de la puissance de votre moteur. Bien sûr. C'est une question de coordination neuromusculaire ultra rapide. Il faut visualiser la mécanique. Lors d'un changement de direction, vous avez des actions musculaires excentriques qui sont suivies immédiatement d'actions concentriques. Ok, petite pause lexique. Des actions musculaires excentriques, en gros, c'est quand le muscle s'allonge et agit comme un puissant frein pour absorber le choc et la force d'inertie du corps, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les actions concentriques, c'est l'inverse, quand le muscle se raccourcit et agit comme un moteur explosif pour propulser le corps dans la nouvelle direction. Le résumé est parfait. Et cette transition entre le freinage et la propulsion, elle doit se faire avec un temps de contact au sol d'une brièveté extrême. On parle de fractions de seconde. C'est super technique en fait. Très. Et le Slati, étant un sprint purement linéaire, ne sollicite jamais ses chaînes musculaires obliquées latérales. Plus encore, il ne stimule pas du tout la proprioception. La proprioception, Oui, cette capacité du système nerveux à lire un environnement incertain, à anticiper le mouvement d'un défenseur qui feinte et à reconfigurer l'équilibre corporel en temps réel. Le chaos d'un match à 3 contre 3, c'est l'unique creuset capable de développer cette agilité perceptivo-motrice qui est juste indispensable au sport de haut niveau. c'est fascinant. Nous sommes donc face à une véritable dualité, un compromis permanent pour les entraîneurs. Totalement. D'un côté, on a le SSIT, qui agit sur le matériel, le hardware de l'athlète. Sa structure stricte perfectionne le moteur aérobie et anaérobie de la machine humaine, avec une fiabilité quasi mathématique. Personne n'est laissé à la traîne. C'est ça. Et de l'autre côté, le SSG installe le logiciel, le software. Son environnement chaotique perfectionne l'agilité, la réactivité biomécanique et la prise de décision. Mais ça exige un lourd tribut. Il faut accepter qu'une partie de l'équipe ne développe pas son endurance de base. Et si on relie cela à une perspective plus large, c'est une dynamique universelle qui s'applique bien au-delà du chronomètre et du parquet. Ah oui? Vous pensez à quoi? Songez à la gestion de n'importe quelle organisation, que ce soit une entreprise, un hôpital ou un établissement scolaire. Pour élever les performances globales d'un groupe, les dirigeants doivent constamment jongler entre ces deux pôles. Intéressant. Imposer des tâches hautement standardisées, un peu rigides, pour garantir l'acquisition fondamentale des compétences individuelles de chaque membre, et parallèlement, immerger ce même groupe dans des environnements de projets complexes, non linéaires, pour forger la résilience adaptative et la collaboration face à l'imprévu. Parce que tout miser sur un seul côté serait une erreur. Exactement. Tout miser sur la standardisation produit des exécutants parfaits, mais incapables de s'adapter à la moindre crise. Et à l'inverse, tout miser sur le chaos collaboratif crée un groupe agile en apparence, mais au sein duquel certains s'épuisent à porter la charge, pendant que d'autres stagnent dans l'ombre. C'est dingue de constater à quel point la physiologie cellulaire fait écho à la théorie des systèmes complexes et des organisations humaines. D'ailleurs, ça m'amène à une pensée un peu provocatrice. Une réflexion inédite pour ceux qui nous écoutent à explorer par la suite. Je vous écoute ? Si 6 petites semaines d'efforts supramaximaux fractionnés en segments de 5 secondes ont le pouvoir d'homogénéiser l'excellence physique d'une équipe en contournant purement et simplement le chaos d'un match, Oui. pourrions-nous appliquer cette philosophie des micro-intervalles à 100% au développement cognitif? Je m'explique. Face à des professionnels noyés dans la gestion de projets longs, flous et imprévisibles, est-ce qu'on gagnerait à restructurer une partie de leur temps avec des tâches intellectuelles de concentration absolue? Ah, du sprint cognitif ? C'est ça. Des tâches ultra-courtes, suivies de repos strict, pour garantir que chaque cerveau maintienne son acuité métabolique sans pouvoir se reposer sur la dynamique du groupe. C'est une hypothèse qui ouvre des portes passionnantes sur l'ingénierie de la performance humaine, non? C'est une hypothèse qui soulève directement la question de la charge interne cognitive. Et ça nécessiterait certainement une investigation scientifique tout aussi rigoureuse que celle menée sur ces jeunes athlètes. Le défi est lancé aux chercheurs en neurosciences et en management. En attendant, notre exploration touche à sa fin. On encourage vivement notre audience à prolonger cette réflexion en allant directement à la source primaire de notre discussion. C'est toujours la meilleure chose à faire. Allez lire l'article complet des chercheurs Hao-Ming Su, Johnny Song, Guoxing Li et Han Tong Wang. Il s'intitule Optimal Prescription for Superior Outcomes et il a été publié dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2024.
C'est une lecture indispensable, ne serait-ce que pour observer de vos propres yeux ces fameux graphiques détaillant la variance interindividuelle. Les données visuelles de la figure 6 valent en effet le détour pour quiconque s'intéresse à la mécanique de l'adaptation humaine et à ces fameux non-répondants. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et immersions au cœur de la recherche scientifique, pensez bien à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Le monde de la science regorge de ces découvertes qui bousculent nos modèles mentaux. L'idée de la chaîne de montage rassurante a vécu. La biologie réclame un stress ciblé. Et parfois, un effort total de 5 secondes, c'est le seul langage qu'elle comprend pour remettre toutes les horloges de